Julien Jurquet de l'Institut de l'élevage. Moi, je travaille au service production laitière et Bertrand travaille au service production de viande. En guise d'apéritif à ces journées AFPF ou ces premières journées, on va continuer avec les graines protéagineuses avant le plat de résistance qui sont les prairies quand même. L'objectif de cet exposé, c'est de voir finalement en quoi les protéagineux peuvent remplacer le tourteau de soja dans l'alimentation des bovins. Alors, ça a été un peu dit ce matin déjà, le tourteau de soja qu'on utilise en France est largement importé, pour ne pas dire très largement importé. Et quand on s'intéresse à l'alimentation des vaches laitières, ce tourteau de soja représente un peu plus de 3% de la matière sèche annuellement consommée par les vaches laitières françaises. Et quand on regarde la partie jeunes bovins, c'est à peu près 6% de la matière sèche annuellement consommée par les jeunes bovins. Donc on peut trouver ça relativement modéré. Il n'empêche que chez les bovins, c'est bien les vaches laitières et les jeunes bovins qui sont les principaux consommateurs de tourteaux de soja. Au passage, c'est aussi deux catégories animales pour lesquelles il y a encore des marges de manœuvre et des gains pour améliorer l'autonomie protéique, puisqu'on est à environ 70% d'autonomie protéique chez les vaches laitières et 55% chez les jeunes bovins. Alors, la question, c'est quelle piste pour remplacer le tourteau de soja et gagner en autonomie protéique il y en a plusieurs. La première, c'est produire des protéines par les fourrages, en particulier par l'herbe, par les prairies. Une autre piste consiste aussi à ajuster les rations et à optimiser la concentration protéique des rations pour éviter les gaspillages. Et enfin, une autre piste consiste à produire ses propres concentrés. Il peut s'agir de tourteaux, mais aussi de protéagineux ou de céréales. Et puis se pose la question aussi de l'amélioration des valeurs protéiques de ces concentrés via certains traitements technologiques. Alors, dans cet exposé, on va s'intéresser à la partie optimisation des rations et à la partie autoconsommation de concentrés produits à la ferme, notamment les protéagineux. Alors, avant de chercher à remplacer le tourteau de soja, commençons par réduire ses quantités et essayer de moins le gaspiller. Pour cela, je prendrai un exemple en vache laitière. Donc ici, à l'écran, vous avez, on voit que finalement, plus les rations sont concentrées en protéines, en PDI, sur l'axe des abscisses, moins bonne est l'efficience d'utilisation de ces protéines par la vache laitière. Dit autrement, donc c'est les chiffres sur fond bleu, on constate que pour produire la même quantité de lait, le même kilo de lait, quand on a des concentrations relativement modérées, il faut moins de protéines que pour produire le même kilo de lait quand on a des concentrations de rations très riches. Si on prend un exemple à l'échelle d'une ration vache laitière typique de l'ouest de la France, une ration A à base d'ensilage de maïs, c'est le corollaire du tourteau de soja, faut le dire, un peu d'ensilage d'herbe, 3,5 kg de matière sèche de tourteau de soja, pour une concentration protéique de 97 g de PDI par kilo de matière sèche et une production laitière de l'ordre de 31 kg de lait. On se rend compte que si on diminue la quantité de tourteau de soja de près d'1 kg de matière sèche par vache et par jour, finalement on réduit la concentration protéique de la ration et on diminue légèrement la production laitière des animaux. Et quand on pousse le bouchon un petit peu plus loin, on se rend compte que là encore on peut réduire finalement de manière assez significative le tourteau de soja sans le remplacer par quoi que ce soit, si ce n'est quelques céréales pour rééquilibrer l'énergie de la ration. Et finalement la production laitière ne s'écroule pas pour autant, puisque quand on passe de la ration A à la ration C, au final, on a diminué de plus de 35% la quantité de tourteau de soja, alors que la production laitière n'a diminué que de 7%. Donc, ce qui veut dire que, au final, le fait de réduire la quantité, finalement, de tourteau est contrebalancé par une meilleure efficience d'utilisation des protéines de la ration. Et donc, c'est tout l'art du rationnement et de l'intérêt d'ajuster au plus juste les rations des vaches laitières. Et donc, lorsqu'on cherche cette fois-ci à remplacer le tourteau de soja dans les rations pour justement gagner en autonomie protéique, il faut d'abord se poser la question de quelle autonomie on va améliorer. Tout d'abord, au niveau de l'autonomie protéique française, ce que l'on a vu dans la présentation précédente, c'est qu'il y a la possibilité d'utiliser le tourteau de colza
C'est quelque chose qui a été largement référencé, c'est bien connu. Donc pour un niveau de résultat technique identique, entre une ration avec du tourteau de colza et une ration avec du tourteau de soja, en fait, il va falloir apporter 1,5 kg de colza pour 1 kg de tourteau de soja. On a également vu tout à l'heure qu'il y avait une production de graines de soja en France. Malheureusement, celle-ci est insuffisante par rapport aux besoins de consommation, notamment sur la partie consommation de tourteau de colza. Et donc, c'est pas ce qui va faire l'objet de la suite de la présentation. Et donc, dans le cas où on s'intéresse cette fois-ci à l'autonomie protéique au niveau des élevages, la grosse piste sur laquelle on s'est intéressé au niveau des concentrés, c'est les graines de protéagineux autoproduites, donc autoproduites, produites sur l'exploitation et consommées par la même exploitation, grâce notamment à leur densité protéique que l'on va voir dans la slide juste après. Et l'une des questions qu'on peut se poser, c'est effectivement les traitements technologiques, savoir si vraiment ils permettent d'améliorer, comme on l'entend, ou comme on peut le lire dans les tables INRA, la valeur PDI en réduisant la dégradabilité théorique de l'azote notamment. Alors, pour nos graines de protéagineux, donc comme vous pouvez le voir ici, elles sont comprises entre les céréales, donc on a pris l'exemple du blé tendre à gauche, et notre tourteau de soja qui est à droite au niveau de la teneur en MAT, en matière azotée totale, avec un poids qui est autour de 23% et un lupin qui est autour de 38%. Lupin qui est relativement proche en termes de teneur en MAT de ce que l'on pourrait retrouver au niveau d'un tourteau de colza. Et cette fois-ci, lorsque l'on regarde la teneur en PDI, là, on se rend compte que, on n'a pas un lien linéaire entre la teneur en MAT et la teneur en PDI, notamment du fait que la dégradabilité théorique de l'azote des graines de protéagineux est supérieure, de l'ordre de 20 points, en tout cas c'est ce qui est annoncé dans les tables, par rapport au tourteau de soja. Donc vous voyez le tourteau de soja qui est à 63, alors que les graines sont autour de 83%. Et donc, ça induit en fait cette forte dégradabilité théorique, potentiellement un gaspillage de l'azote, et donc ce qui justifie cette plus faible valeur de protéines de ces graines. L'un des autres éléments qu'il faut regarder au niveau des graines de protéagineux, c'est les autres composantes chimiques des graines, notamment pour le poids et la févrole, comme on a vu juste avant. Ce sont deux graines qui comportent quand même près de 40 à 50% d'amidon. Et pour le lupin, alors c'est une coquille en fait, hein, la matière grasse n'est pas de 24%, la 24% c'était pour la graine de soja où effectivement si elles sont utilisées dans la ration, il faut faire attention à ne pas excéder à peu près 6% de matière grasse dans la ration, alors que le lupin, lui, n'est que de 10% de matière grasse, un petit peu supérieur aux graines de pois et févrole. Au niveau des performances zootechniques, de la réponse des vaches laitières cette fois-ci, lorsque l'on remplace le tourteau de soja totalement par des graines de protéagineux crus, donc qui sont soit broyées, soit aplaties, donc sur des rations qui sont iso-MAT, teneur en MAT identique entre notre ration avec du soja ou avec des graines de protéagineux. Ce que l'on constate globalement, c'est que les performances laitières sont peu affectées avec des rations où il y a un minimum de 50% d'ensilage dans la ration. Donc ça, c'est aussi bien sur du pois, de la févrole ou du lupin. Et que ce soit au niveau de la production laitière ou au niveau des taux. Par contre, l'une des limites des études en fait, qui ont été utilisées ici, ou plus exactement l'une des limites des conclusions qu'on vous livre ici, c'est que le tourteau de soja dans les rations de ces études ce n'était pas le seul concentré, donc correcteur azoté, pardon. Donc l'effet en fait, des graines protéagineux pour remplacer le tourteau de soja n'a pas forcément été maximal. Au niveau des jeunes bovins, cette fois-ci, donc de la même façon, lorsqu'on remplace le tourteau de soja par des graines de protéagineux, alors quel que soit le niveau d'ensilage de maïs dans la ration, comme vous pouvez voir avec du 50, 60%, 60, 70 ou 80%, le remplacement partiel ou total du soja n'affecte pas les performances, aussi bien croissance que l'ingestion des jeunes bovins. Donc comme vous pouvez voir, on est situé globalement entre moins 10 et plus 9%, que ce soit sur l'ingestion ou la croissance, avec juste une étude citée qui observe un effet significatif sur la croissance, mais qui n'a pas pu être expliqué par les auteurs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pour 220 à 310 jours d'engraissement, on a une économie de tourteau de soja qui est quand même relativement importante, mais derrière, ce qu'il faut voir, c'est que le besoin en protéines, en graines de protéagineux,
est nettement supérieur du fait d'une faible densité protéique de ces graines de protéagineux par rapport au tourteau de soja. Et donc en pratique, pour remplacer 1 kg de tourteau de soja pour avoir un niveau identique en PDI, eh bien, il va falloir apporter en moyenne 2,6 kg de poids, 2,5 kg de févrole et 1,6 kg de lupin pour ce même kilo de tourteau de soja. Alors ces valeurs, c'est des valeurs moyennes qu'il faut bien sûr valider avec une analyse de composition chimique de ces mêmes graines. Et de la même façon, au niveau pratique, les précautions ou les limites d'utilisation, pour s'assurer que ces graines sont bien valorisées, et d'abord il va falloir les broyer ou les aplatir pour éviter de les retrouver directement dans les excréments. Mais également du fait que certaines graines comme le pois et la févrole ont des fortes teneurs en amidon, comme je le disais juste avant, il va falloir que l'éleveur s'assure que sa ration n'excède pas 25% d'amidon et surveiller qu'il y ait suffisamment, une teneur en fibres, que ce soit en NDF ou une fibre physique, suffisamment importante pour limiter les problèmes de santé, les problèmes d'acidose sur ces animaux. Dernier point, pour les animaux à haut niveau de production, on se rend compte que les protéagineux sont quand même assez difficilement utilisables comme seule source de correcteurs azotés du fait de leur faible densité protéique, notamment sur des rations à base d'ensilage de maïs où il y a quand même un apport en énergie qui est important et donc un déficit en protéines qui est d'autant plus important. Et le dernier élément qui n'est pas marqué, c'est que ces graines de protéagineux peuvent également comporter un déficit en acides aminés, notamment en méthionine, qui est quand même important dans les rations vaches laitières. Donc, par rapport à ces valeurs et ces limites que Bertrand vient de spécifier au niveau des valeurs PDI des graines protéagineuses, eh bien, on a des traitements technologiques qui existent. Et certains d'entre eux on connaissent un regain d'intérêt, notamment le toastage et l'extrusion. Donc l'objectif de ces traitements, c'est d'essayer de pallier à cet handicap des graines protéagineuses lié à la forte dégradabilité théorique de l'azote. Et donc pour y pallier, ça consiste à essayer d'améliorer ces valeurs PDI via un chauffage des graines finalement. Donc on peut citer le toastage, qui est un traitement thermique des graines par application d'une chaleur sèche à ces mêmes graines, ou encore l'extrusion, qui là est un traitement thermomécanique qui consiste à faire passer les graines durant un temps très bref, de manière forcée, dans une ou plusieurs filières, et souvent ce process s'accompagne de pré-traitement thermique. Alors, il y a eu des travaux relativement récents sur ces deux types de process, tant sur le toastage que sur l'extrusion. On recense en France 3 essais avec du toastage et 2 avec de l'extrusion. Ces process ont été appliqués à des graines de févrole et des graines de soja. C'est bien des graines de soja et pas du tourteau. L'extrusion a été appliquée à des graines de févrole et à des graines de lupin. On voit que d'un point de vue analytique, quels que soient les essais, eh bien, à chaque fois, le toastage comme l'extrusion ont permis de réduire de manière très significative la DE1, donc la DE1, la dégradabilité enzymatique en 1 heure de l'azote, qui est une méthode analytique qui permet d'apprécier cette fameuse dégradabilité théorique. Autrement dit, ça permet, dans tous les cas, d'améliorer la valeur PDI de nos graines, de sorte que pour les procédés de toastage, eh bien, on a analytiquement noté une amélioration des valeurs PDI de plus 25 à plus 75 grammes par kilo de matière sèche. Et pour l'extrusion, la hausse est comprise entre plus 45 et plus 85 grammes de PDI par kilo de matière sèche, en n'oubliant pas qu'on part à peu près de 100 grammes de PDI par kilo de matière sèche pour les graines crues. Donc c'est véritablement des améliorations qui sont notables. On peut également noter une légère différence pour le toastage vis-à-vis des valeurs qui figurent dans l'établi INRA, pour lesquelles on a à la fois des valeurs de graines toastées qui sont plutôt supérieures à ce qu'on a observé dans les essais cités ici, et aussi qui sont moins variables. Le problème, c'est que quand on utilise ces graines traitées, soit toastées, soit extrudées sur de vrais animaux, que ce soit des vaches laitières ou des jeunes bovins, eh bien, finalement, on est un peu déçu. Sur les vaches laitières, on a 7 traitements expérimentaux qui ont permis d'évaluer vraiment l'effet propre du traitement technologique des graines
sur les performances zootechniques des vaches laitières. Donc les rations témoins et les rations expérimentales étaient iso-MAT, iso-pourcentage de concentré, de façon à vraiment tester l'effet du toastage ou l'effet de l'extrusion. Pour ce qui est du toastage, eh bien, celui-ci a été testé sur des graines de févrole et des graines de soja, et pour l'extrusion, le process a été testé sur des graines de févrole et des graines de lupin. Et dans 6 traitements sur 7, eh bien, on n'a pas d'effet du traitement technologique sur la production de matières protéiques synthétisées dans le lait. Donc ça, c'est des éléments relativement récents. En jeunes bovins, les contextes expérimentaux étaient un peu différents. Là, l'idée n'était pas de tester l'effet propre du process technologique, mais était plutôt d'essayer de maintenir le GMQ des JB. Donc les rations témoins comportaient du tourteau de soja et des protéagineux apportés sous forme crue. Et dans les rations essais, la part de tourteau de soja était diminuée en remplaçant les graines crues par des graines toastées. Dans ce cas de figure-là, eh bien, on n'a pas eu d'effet sur les poids carcasses. On a une légère diminution des croissances des animaux et des gains d'autonomie protéique. Mais dans ce cas-là, ces essais-là, il est difficile de conclure sur l'effet propre du toastage, qu'on a probablement aussi des gains d'efficience protéique, mais on ne peut pas distinguer l'un de l'autre. En plus du document écrit qu'on a produit, on s'est lancé dans une approche économique. Alors ça reste une approche très sommaire, et l'idée était d'évaluer un peu l'effet sur le plan économique du remplacement du tourteau de soja par des protéagineux crus. On est parti sur des hypothèses de prix correspondant au cours de l'année 2022, et on a calculé le coût alimentaire. Pour les vaches laitières, on a utilisé les rations de Mendowski et collaborateurs dans les expérimentations conduites et publiées en 2019, et pour les jeunes bovins, ce sont les rations de Bertrand et Hall, publiées en 2021. Bon, au bilan des courses, sur le sens strict coût alimentaire, au final, on n'a pas de gros écarts ou des grosses différences entre les rations témoins qui contenaient du tourteau de soja et les rations expérimentales où le tourteau était remplacé par des graines protéagineuses. Il faut quand même signaler qu'il s'agissait de rations qui étaient plutôt optimisées d'un point de vue concentration protéique. Par contre, la limite de ce travail, c'est que si on voulait vraiment raisonner autonomie protéique, eh bien, il faudrait prendre en compte les coûts de production de ces mêmes protéagineux et surtout intégrer les surfaces nécessaires à mobiliser sur l'exploitation pour les produire. Donc on voit que les protéagineux, d'un point de vue zootechnique, peuvent aider à remplacer le tourteau de soja dans l'alimentation des bovins. Ceci dit, il y a quand même des limites. On en a un peu parlé dans la présentation précédente. La culture des protéagineux n'est pas si simple que ça à maîtriser. Alors je ne suis pas agronome, mais on entend souvent parler de problèmes de salissement, de sensibilité au gel. Il y a peut-être d'autres difficultés. On a vu aussi que les rendements étaient à la fois pas très élevés et surtout aléatoires, ce qui rend la situation pas toujours simple à gérer pour un agriculteur. Et compte tenu du taux de remplacement des protéagineux vis-à-vis du tourteau de soja, eh bien, il y a un besoin de libérer souvent des surfaces relativement importantes pour les cultiver à l'échelle d'exploitation. À titre d'exemple, pour 80 vaches laitières, 3,5 kg de protéagineux par vache et par jour durant 100 jours, et un rendement de 25 hectares, eh ben, c'est rapidement plus de 10 hectares, 10-12 hectares qu'il faut mobiliser sur l'exploitation. Donc au final, l'approche sans doute la plus pertinente qu'il faut avoir à l'échelle de son exploitation, c'est de mettre en balance d'un côté l'économie de tourteau de soja, ça c'est assez facile à calculer, et mettre quand même de l'autre côté de la balance eh bien, les charges opérationnelles en plus liées à la culture des protéagineux, mais aussi la perte de marge liée aux cultures de vente que l'on va cultiver en moins. Alors pour conclure, eh bien, finalement, dans cette opération de sevrage, eh bien, il y a 3 étapes, 3 conseils que l'on peut formuler. Le premier, quand on veut se sevrer, c'est être sobre, et ça je crois que c'est sans doute le levier le plus simple et le plus efficace à actionner, avec des recommandations en termes de concentration protéique de ration, tant sur les JB que sur les vaches laitières, qui aujourd'hui sont connues et très claires. On peut aussi conseiller la prudence vis-à-vis des protéagineux, non seulement parce que les protéagineux peuvent être une aide, mais de là en faire une solution unique, c'est probablement une autre histoire. Un conseil de prudence également vis-à-vis des traitements technologiques. On a vu qu'il se passe quelque chose, effectivement, d'un point de vue analytique, quand on extrude ou quand on toaste des graines. Néanmoins,
Sur des ruminants tels que les vaches laitières et les gibets, on voit qu'il y a sans doute encore des progrès pour que les résultats s'en suivent. Et puis, de la prudence aussi en termes de l'approche globale qu'il faut avoir absolument pour étudier vraiment à l'échelle de son système d'exploitation comment introduire les protéagineux, à la fois d'un point de vue des rotations, d'un point de vue économique, etc. Et puis, le dernier conseil, et là je vous invite à manger léger ce midi pour vraiment écouter les travaux sur l'herbe de début d'après-midi qui sont sans doute les plus pertinents pour vraiment gagner en autonomie protéique. Merci. Merci beaucoup Julien et Bertrand pour cette synthèse très intéressante et qui fait une bonne transition avec le début, la suite de la séance en début d'après-midi. Des questions dans la salle? Je vois Cécile, notre présidente. Oui, donc Cécile Ebrard, RAGT. Vous avez mentionné que donc, le souci quelque part avec les protéagineux, c'est qu'on a vu une protéine qui était moins dégradable que le soja. Donc vous avez parlé des process qui pouvaient l'améliorer. Qu'en est-il de la sélection variétale? Est-ce qu'il y a des travaux là-dessus pour savoir ce que ça pourrait apporter sur l'amélioration de la dégradabilité des protéines? Alors la réponse est simple, je ne sais pas. Non, je pense que Corinne Perronnet est peut-être mieux placée, ouais. Micro. Bonjour. Oui, malheureusement, je pense que la protéine des légumineuses est soluble par nature et que, enfin, très sincèrement, on a fait des travaux il y a très longtemps sur la caractérisation des protéines, en particulier du pois et de la févrole. Et il y a très peu de variabilité sur la solubilité qui reste toujours très élevée. Alors, s'il faut modifier les ratios albumine, globulines et compagnie, je pense que c'est de gros travaux. J'avais juste une petite question avant de passer la parole à André Climat. Dans vos calculs économiques, c'était uniquement les aliments crus, c'était pas avec les traitements technologiques qui doit encore renforcer le... Ouais, c'est vraiment avec les aliments crus. Bon, c'était un peu le bonus par rapport à l'écrit. Les traitements technologiques, le tostage, dans les travaux qui ont été faits, je crois que c'est de l'ordre de 55 à 60 euros la tonne, le coût du tostage. Le tostage, c'est quand même du chauffage, donc il y a des coûts énergétiques, donc il faut sans doute revisiter ces coûts. D'accord. André avait une question. Alors, excuse-moi André, on va d'abord passer, le micro est là-bas. Pierre Michler, et puis après... Oui, Pierre Michler, Institut de l'élevage. C'est juste une réaction sur la difficulté de cultiver des protéagineux. Je pense aux pois protéagineux. C'est vrai qu'il faut en général de bonnes terres à bonne réserve hydrique qui permettent d'avoir un rendement à peu près correct. Pour les févroles, c'est à peu près pareil. Éviter les cailloux quand c'est des pois protéagineux. Alors après, là où je réagis, c'est qu'il ne faut pas s'excuser de mettre des pois protéagineux dans une succession de cultures. Parce que même si c'est pas toujours facile de gérer, que les rendements sont pas toujours élevés, parce qu'il y a parfois aussi des adventices à gérer, le fait même d'avoir des pois dans une succession de cultures, ça permet aussi de régler des problèmes de graminées adventices qui coûtent cher en herbicides dans le colza, dans les céréales. Il faut voir ça. Et accessoirement, s'il y a un reliquat azoté de 20 à 40 kg d'azote en plus pour la culture qui suit, à 2 euros l'unité d'azote, on est très vite à peu près à, on va dire, 40 à 60 kg d'azote économisé dans la culture suivante. Donc il y a aussi des bénéfices à voir sur la succession de cultures. Voilà. Enfin, vous avez compris, je ne suis pas du tout agronome, et je pense que prendre la question sous l'angle de l'agronomie avec ce que tu dis me semble complètement pertinent. Maintenant, si on calibre la quantité vis-à-vis du besoin pour remplacer le tourteau de soja, là, c'est probablement moins cohérent. Donc, je veux dire, on peut utiliser ce qu'on produit qui a du sens d'un point de vue agronomique. En revanche, il ne faut probablement pas prendre la question dans l'autre sens, comme on l'a un peu fait dans notre présentation. Merci. Il y avait une question ici.
Oui, c'est plutôt 3 commentaires. Un complément à la remarque, à la demande de Luc Delaby. Pour ce qui est du soja, du tourteau de soja importé, garantie non déforesté, c'est plutôt de l'ordre de 20% qui est garantie certifié non déforesté pour la France et pour la moyenne européenne. C'est 90% apparemment qui serait garanti sans déforestation pour les Pays-Bas et c'est 0% pour l'Espagne et le Portugal et la Pologne. Concernant les protéagineux, compte tenu effectivement aujourd'hui de la difficulté de culture, des maladies, etc., on l'a vu pour le poids, effectivement, dans les surfaces ont baissé. Pour l'élevage, dans cette journée d'aujourd'hui, là, effectivement, la solution des protéagineux, c'est de les associer avec du triticale, avec des céréales. Et ce mélange-là, globalement, il sera un peu moins riche en protéines, mais globalement, au niveau du rendement, ça sera plus. Et au niveau des productions de MAT par hectare, ça sera supérieur. Donc, dans l'immédiat, faute d'avoir autre chose, pour les exploitations d'élevage, le mélange me semble être très intéressant, ce d'autant plus qu'il peut aussi être utilisé en ensilage. Et troisième remarque, pour les vaches laitières, tant qu'on a effectivement plus de 3 tonnes de matière sèche en moyenne par vache laitière française d'ensilage de maïs, on aura besoin de tourteaux riches et les protéagineux ne suffiront pas. Donc la première chose, effectivement, pour cet après-midi, c'est de voir comment on peut réduire cette part d'ensilage de maïs.